Mes parents m'ont ordonné de couvrir la dette de 50 000 € de ma sœur. J'ai refusé, et j'ai déménagé à l'autre bout du pays. Cette nuit-là, je leur ai coupé l'accès à tous les comptes. Au matin, mon téléphone a explosé avec 60 appels manqués. J'écris ceci depuis mon nouvel appartement, à 3000 miles, environ 4800 km, des gens qui m'ont élevé. Et honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi en paix. Mes mains tremblent encore de tout ce qui s'est passé au cours des dernières 72 heures. Mais je dois sortir cette histoire avant de perdre mon courage. Ma sœur Charlotte a toujours été l'enfant chéri. Dès sa naissance, elle ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. J'ai appris très tôt que l'amour, dans notre foyer, était conditionnel, mesuré, et distribué inégalement. Charlotte a eu les encouragements, le fonds pour l'université, l'apport pour sa première maison. Moi, j'ai eu des sermons sur la responsabilité, et l'attente que je me débrouillerais toute seule. Et je me suis débrouillé. J'ai cumulé 3 emplois pendant mes études, j'ai obtenu mon diplôme avec mention en finance, et j'ai bâti une carrière qui m'a enfin apporté la stabilité. À 28 ans, j'avais des économies, des investissements, et une vie que j'avais construite entièrement par mes propres efforts. Charlotte, quant à elle, a épousé Eric Thompson juste après l'université, et n'a jamais travaillé un seul jour après le mariage. Elle a eu 2 enfants, Sophie et Dylan, et passé ses journées à redécorer des pièces et à planifier des fêtes d'anniversaire élaborées, qui coûtaient plus cher que mon loyer mensuel. Il y a 3 semaines, ma mère, Hélène, m'a appelé au travail. Sa voix avait ce ton particulier qui précédait toujours une exigence déguisée en demande. Elle voulait que je vienne dîner ce vendredi-là, ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait. Le dîner a été tendu dès mon arrivée. Mon père, Marcus, me regardait à peine. Charlotte était assise là, les yeux cernés de rouge, picorant sa nourriture, tandis qu'Éric fixait son assiette comme si elle détenait les réponses à toutes les questions de l'univers. Leurs enfants, Sophie, qui a 13 ans, et Dylan, qui en a 6, avaient été envoyés chez un voisin pour la soirée. Puis maman a lâché la bombe. Charlotte et Éric ont des soucis financiers, a-t-elle annoncé, aussi décontractés que si elle commentait la météo. Ils ont besoin de 50 000 € pour régler certaines dettes, et nous avons décidé que tu allais les aider. J'ai ri, pour de vrai. L'absurdité de la chose m'a frappé, avant même l'audace. Pardon ? Tu as entendu ta mère, a dit papa, me regardant enfin dans les yeux. Ta sœur a besoin d'aide, et la famille est de la famille. La famille est de la famille, ai-je répété lentement, laissant chaque mot flotter dans l'air. Où était la famille quand je mangeais des ramen pendant des mois pour payer mes frais de scolarité ? Où était la famille quand je devais sauter des repas pour pouvoir m'acheter des manuels scolaires ? Charlotte a commencé à pleurer. Elle pleurait toujours quand elle voulait quelque chose. S'il te plaît, tu ne comprends pas à quel point la situation est grave. L'entreprise d'Éric a fait faillite, et nous avons des créanciers qui appellent tous les jours. Les enfants ont peur. Sophie a entendu quelqu'un au téléphone menacer de prendre notre maison. Alors peut-être que vous devriez vendre la maison, ai-je suggéré. Prenez plus petit, trouvez un emploi, faites ce que font les gens normaux quand ils ne peuvent pas se permettre leur train de vie. L'explosion qui a suivi a été spectaculaire. Maman m'a accusé d'être cruel et égoïste. Papa a dit que j'avais toujours été jalouse de Charlotte. Éric a fini par prendre la parole pour me traiter de sans-cœur. Charlotte sanglotait de plus belle, gémissant que je n'avais jamais compris ce que signifiait avoir des responsabilités. Je me suis levé de table, et je les ai regardés chacun leur tour. J'ai des responsabilités envers moi-même, envers l'avenir que je construis, pas envers le nettoyage des dégâts créés par quelqu'un qui n'a jamais appris la valeur de l'argent parce que vous ne la lui avez jamais enseignée. Si tu franchis cette porte sans accepter d'aider, tu sors de cette famille, a dit maman, sa voix glaciale. J'ai attrapé mon sac à main et me suis dirigé vers la porte. Alors je suppose que je sors de cette famille. L'assaut a commencé immédiatement. Des messages vocaux, des SMS, des emails. Ma tante Paula m'a même contacté pour me dire que je déchirais la famille et brisais le cœur de maman. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait, je planifiais ma sortie depuis des mois. Pas nécessairement de la famille, mais de la ville, et de l'orbite de leurs demandes constantes. J'avais reçu une offre d'emploi à Seattle, à l'autre bout du pays par rapport à notre ville natale du Midwest. J'avais hésité à l'accepter.
Ce dîner a rendu ma décision limpide. J'ai passé le week-end à faire mes cartons. Le bail de mon appartement était au mois, alors j'ai donné mon préavis. J'ai appelé mon nouvel employeur et j'ai accepté le poste. J'ai organisé le déménagement. Et puis, j'ai fait quelque chose que j'évitais depuis des années parce que je me sentais coupable, j'ai coupé leur accès à tout. Voyez-vous, quelque part en chemin, j'étais devenu le filet de sécurité financier officieux de la famille. Maman avait les informations de ma carte de crédit pour les urgences. Papa avait été ajouté comme utilisateur autorisé sur l'un de mes plus vieux comptes quand j'avais 22 ans, et qu'il avait eu besoin d'aide pour sa cote de crédit après des factures médicales. J'avais l'intention de le retirer depuis des années, mais j'avais oublié jusqu'à maintenant. Charlotte avait mes identifiants pour un service de streaming partagé, ce qui a évolué d'une manière ou d'une autre vers sa connaissance de mes mots de passe pour d'autres choses. Dimanche soir, j'ai passé en revue systématiquement chaque compte que j'avais. J'ai changé les mots de passe. J'ai supprimé les utilisateurs autorisés. J'ai verrouillé mon crédit. J'ai appelé ma banque et mis des alertes sur tout. J'ai même appelé mon avocat, Richard Chen, et je lui ai fait rédiger une lettre de mise en demeure, indiquant clairement que je ne fournirais aucune aide financière, et que toute tentative d'accès à mes comptes ou à mon crédit ferait l'objet de poursuites judiciaires. Puis, j'ai opté pour l'option nucléaire. J'ai bloqué tous leurs numéros. Mon vol pour Seattle était prévu lundi matin, à 6 heures. J'ai à peine dormi dimanche soir, mais quand je l'ai fait, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Il y avait quelque chose de libérateur à brûler des ponts qui ne m'avaient jamais mené que vers des gens qui me voyaient comme une ressource, plutôt que comme une personne. Mon téléphone était éteint pendant le vol. Quand j'ai atterri à Seattle et que je l'ai rallumé, il a explosé de notifications. 60 appels manqués, plus de 100 SMS. Ma messagerie vocale était pleine. Je n'en ai pas écouté la plupart. Je n'en avais pas besoin. Les quelques-uns que j'ai vérifiés étaient tous des variations du même thème, comment osais-je abandonner ma famille? Comment pouvais-je être aussi égoïste? Savais-je que Charlotte avait essayé d'utiliser une de mes cartes de crédit et qu'elle avait été refusée? Réalisais-je que je les avais humiliés? Le seul message qui sortait du lot était celui de Charlotte elle-même, laissé à 3 heures du matin. Sa voix était brute et colérique. Rien à voir avec le numéro de petite sœur impuissante qu'elle avait joué au dîner. Tu penses que tu vaux tellement mieux que nous, parce que tu as de l'argent maintenant. Tu penses que tu es intelligente, à déménager comme une lâche, mais tu reviendras en rampant. Tu le fais toujours, parce que tu es pathétique et désespéré que maman et papa t'aiment enfin autant qu'ils m'aiment. Eh bien, devine quoi? Ils ne le feront jamais. Et maintenant, tu as détruit toute chance d'avoir une famille. J'espère que tu es heureuse, toute seule dans n'importe quel appartement triste où tu finiras. Ne prends pas la peine d'appeler quand tu réaliseras quelle erreur tu as faite. J'ai sauvegardé ce message vocal, pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il était clarifiant. Chaque mot confirmait que j'avais fait le bon choix. Mon nouvel appartement à Seattle est petit, mais lumineux, avec des fenêtres qui donnent sur la ville. J'ai commencé mon nouveau travail mardi, et mes collègues, Jennifer et les autres, ont été accueillants. Personne ici ne connaît la famille que j'ai laissée derrière moi, et je préfère que ça reste ainsi. Je construis quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartient entièrement. Les messages ont continué à arriver la première semaine. Mes parents ont essayé différentes approches. Les messages de maman oscillaient entre la culpabilisation et la rage. Elle laissait des messages vocaux disant qu'elle ne m'avait pas élevée pour être aussi froide, puis enchaînait avec des SMS disant que j'étais morte pour elle. Ceux de papa étaient plus courts, plus menaçants. Il mentionnait des avocats, bien que je ne sache pas exactement pourquoi il pensait pouvoir me poursuivre. Les messages de Charlotte étaient les plus intéressants. Après ce premier message vocal colérique, elle a changé de tactique. Elle envoyait des photos de Sophie et Dylan avec des légendes disant que j'abandonnais ma nièce et mon neveu. Elle prétendait que Dylan avait demandé après moi, et pleurait quand on lui avait dit que j'avais déménagé. Elle a dit, Sophie m'a écrit une lettre qu'elle ne pourra jamais envoyer parce que je vous ai tous bloqués. Le truc, c'est que j'avais vu Charlotte manipuler les gens de cette façon toute ma vie. Elle avait appris des meilleurs. Nos parents avaient toujours utilisé l'émotion comme monnaie d'échange, distribuant l'approbation ou le retrait d'affection comme récompense et punition. Charlotte était passée maître dans l'art de se poser en victime dans chaque situation. Vers le 10e jour,
Eric a commencé à laisser des messages depuis un numéro de téléphone différent. J'avais bloqué son portable, mais il a commencé à appeler depuis ce que j'ai appris plus tard être sa ligne de bureau. Son approche était différente, plus business. Il parlait de plans de paiement, de la façon dont il pourrait me rembourser avec le temps. Il mentionnait une opportunité d'investissement qui allait sûrement redresser la barre. Il a même suggéré que je pourrais être une associée silencieuse dans sa prochaine entreprise. J'ai bloqué ce numéro aussi, puis j'ai appelé mon opérateur téléphonique et mis en place des fonctionnalités de filtrage supplémentaires. Au bout de 2 semaines, ma tante Paula a réussi à me joindre en appelant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Elle avait toujours été plutôt raisonnable comparée au reste de la famille, alors j'ai répondu. « Je ne t'appelle pas pour te faire culpabiliser », a-t-elle dit immédiatement. « Je veux juste que tu saches ce qui se passe ici. » Contre mon meilleur jugement, j'ai écouté. Paula m'a expliqué que Charlotte et Eric faisaient face à une saisie immobilière. Les 50 000 € n'étaient pas toute l'histoire. Apparemment, ils devaient près de 200 000 € à travers diverses dettes. L'entreprise d'Eric n'avait pas juste échoué. Elle avait implosé de manière spectaculaire, laissant fournisseurs et créanciers furieux. Charlotte dépensait de l'argent qu'il n'avait pas depuis des années, maintenant les apparences même alors que tout s'effondrait autour d'eux. Ce que Paula m'a dit ensuite m'a glacé le sang. Apparemment, Charlotte racontait aux gens que j'avais promis d'aider avec la dette, que nous avions un accord, et que je m'étais rétracté à la dernière minute. Elle avait montré à des amis et à la famille des SMS entre nous, mais Paula a dit que quelque chose semblait clocher. En regardant de plus près, elle a remarqué que les messages étaient des captures d'écran modifiées, des conversations sorties de leur contexte pour donner l'impression que je m'étais engagé à aider financièrement. Charlotte avait même créé une fausse adresse email, utilisant une variation de mon nom, et avait envoyé des messages aux créanciers d'Eric en prétendant être moi, promettant des arrangements de paiement dont je ne savais rien. Quand ces paiements ne se sont jamais matérialisés, les créanciers ont commencé à m'appeler directement. J'avais changé de numéro à ce moment-là, mais quelques-uns avaient trouvé mon email professionnel. Ma nouvelle patronne, Jennifer, a dû gérer 2 appels d'agences de recouvrement en colère qui me cherchaient, avant que je n'explique la situation et ne fournisse les coordonnées de Richard Chen. L'aspect vol d'identité est ce qui m'a poussé à prendre d'autres mesures. Richard a déposé une main courante dans ma ville natale, détaillant les tentatives d'usurpation de Charlotte. Le détective assigné à l'affaire était compréhensif, mais a expliqué que les cas de fraude familiale aboutissaient rarement à des poursuites à moins qu'une somme importante n'ait réellement changé de main. Néanmoins, avoir le rapport dans le dossier créait une trace écrite qui me protégerait si Charlotte allait plus loin. Pendant cette conversation avec Paula, j'ai appris autre chose qui a recadré toute mon enfance. Ma tante a mentionné, presque nonchalamment, que Charlotte avait toujours été la préférée de maman parce que Charlotte avait été une grossesse difficile. On avait dit à maman qu'elle pourrait perdre le bébé, elle avait passé des mois à allaiter, et voyait la naissance de Charlotte comme un miracle. Je suis arrivé 3 ans plus tard sans complications, et apparemment, cela me rendait moins spécial d'une certaine manière. Ta mère ne s'est jamais remise de voir Charlotte comme fragile, a admis Paula. Même quand Charlotte a grandi en bonne santé et capable, Hélène a continué à la traiter comme si elle était en verre. Et ton père a suivi le mouvement pour avoir la paix. Tu étais toujours la forte, alors il s'attendait à ce que tu gères tout toute seule. Cette révélation n'excusait rien, mais elle expliquait les dynamiques que je n'avais jamais pleinement comprises. On m'avait attribué un rôle avant même que je sois assez âgé pour passer l'audition, celle qui est capable, celle qui est indépendante, celle qui n'a pas besoin d'aide, ni d'attention, ni d'amour. Charlotte avait le droit d'être précieuse et protégée. J'avais le droit d'être résiliente et ignorée. Paula a aussi révélé que mes parents faisaient maintenant face à leur propre crise financière. La maison hypothéquée signifiait des mensualités plus élevées qu'ils avaient du mal à payer avec la pension de papa et le revenu à temps partiel de maman. Ils comptaient sur mes 50 000 € pour aider Charlotte et soulager simultanément leur propre fardeau. Ton refus n'a pas seulement privé Charlotte d'aide, a dit Paula doucement. Il a exposé la situation financière précaire de tes parents. Ils ont déshabillé Pierre pour habiller Paul, et maintenant les 2 dettes arrivent à échéance. Ta mère ne l'admettra pas, mais je pense qu'elle a peur. Elle a passé des décennies à soutenir le train de vie de Charlotte, et ça a fini par la rattraper. Une partie de moi a ressenti une étincelle d'inquiétude. C'était quand même mes parents, des gens que j'aimais malgré tout. Mais cette étincelle s'est éteinte rapidement quand Paula m'a dit ce qui a suivi. Il y a autre chose que tu dois savoir,
a-t-elle dit, sa voix baissant. Ta mère a essayé d'ouvrir une carte de crédit à ton nom la semaine dernière. Je ne le sais que parce qu'elle me l'a mentionné en passant, agissant comme si ce n'était pas grand-chose, comme si elle avait le droit d'utiliser ton crédit. La demande a été refusée, Dieu merci, mais elle a vraiment essayé. Mes mains se sont engourdies. Ma propre mère avait essayé de voler mon identité pour couvrir les dettes de ma sœur. Les alertes de fraude que j'avais placées avaient fonctionné. Elle m'avait protégé de ma propre famille. La révélation de Paula a rendu clair que mes parents ne me voyaient pas comme une fille, mais comme une ressource à exploiter par tous les moyens nécessaires. Toute sympathie restante s'est évaporée à cet instant. Mes parents avaient déjà réhypothéqué leur propre maison pour donner 40 000 € à Charlotte et Eric. Ils voulaient que je fournisse les 50 000 supplémentaires parce qu'ils s'étaient eux-mêmes mis à sec. Maintenant, ils étaient furieux contre moi, non seulement pour avoir refusé d'aider, mais parce que sans ma contribution, leurs 40 000 € allaient disparaître dans le gouffre de la dette de Charlotte sans faire de réelle différence. Ta mère dit des choses terribles sur toi à qui veut l'entendre, a prévenu Paula. Elle dit aux gens que tu as volé la famille, que tu es mentalement instable, que tu abandonnes des parents malades. Ça devient méchant. Laisse-la faire, ai-je dit. Quiconque la croit sans demander ma version des faits n'est de toute façon pas quelqu'un dont j'ai besoin dans ma vie. Paula a soupiré. Tu as probablement raison. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. J'ai regardé Charlotte drainer tes parents pendant des années, et je t'ai vu ne recevoir rien d'autre que des critiques en retour. Parfois, la chose la plus saine à faire est de partir. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que Paula était la première personne de mon ancienne vie à reconnaître ce que j'avais toujours su, mais jamais dit à haute voix. Ma famille était toxique, et j'avais eu raison de partir. Le développement suivant est survenu environ un mois après mon déménagement. Richard Chen m'a appelé pour me dire que mon père avait effectivement consulté un avocat pour me poursuivre. L'avocat lui avait apparemment ri au nez après lui avoir expliqué que les enfants adultes n'ont aucune obligation légale de fournir un soutien financier à leurs frères et sœurs ou parents, sauf circonstances spécifiques, dont aucune ne correspondait à notre situation. Papa avait aussi essayé de prétendre que je les avais volés en les bloquant hors des comptes auxquels ils avaient un accès partagé. Richard a coupé court à cela rapidement en soulignant que le fait d'avoir accès au compte de quelqu'un pour des urgences ne crée aucun droit de propriété, et que mal utiliser cet accès pour des non-urgences pourrait constituer une fraude de leur part. Les menaces juridiques ont cessé après cela. Ce que je n'ai dit à personne, pas même à Richard au début, c'est que j'avais commencé à tout documenter. Chaque message reçu avant que je ne bloque les numéros, chaque email, chaque publication sur les réseaux sociaux où j'étais identifié ou dont on me parlait. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur avec des captures d'écran, des messages vocaux sauvegardés, et une chronologie détaillée des événements. Je me sentais paranoïaque à l'époque, mais mon instinct me disait que j'aurais besoin de preuves tôt ou tard. Ces instincts se sont avérés corrects quand j'ai découvert que Charlotte avait déposé une fausse plainte à la police dans notre ville natale, prétendant que j'avais volé des bijoux chez elle lors d'une visite qui n'avait jamais eu lieu. Le détective qui m'a appelé était sceptique dès le début, surtout après que j'ai fourni des relevés de vol prouvant que j'étais à Seattle tout le temps où Charlotte prétendait que je cambriolais sa maison. La plainte a été rejetée, mais Charlotte n'a subi aucune conséquence pour l'avoir déposée. Ce schéma a continué. Elle lançait des accusations. Je les réfutais avec de la documentation. Rien ne lui arrivait. C'était épuisant et rageant à parts égales. Le système semblait conçu pour permettre aux gens comme Charlotte de l'utiliser comme une arme sans répercussion, tandis que les gens comme moi devaient constamment se défendre contre des mensonges. À cette époque, j'ai commencé à faire des cauchemars. Pas directement sur ma famille, mais sur le fait d'être piégé, de voir mon argent vidé de mes comptes alors que je regardais impuissante, ou de voir Charlotte apparaître partout où j'allais. Ma nouvelle vie à Seattle était bonne pendant la journée, mais les nuits étaient hantées par la famille que j'avais laissée derrière moi. Ma thérapeute a suggéré que c'était une réponse normale à un harcèlement prolongé et à la trahison. Elle a expliqué que le traumatisme familial est souvent plus profond que les autres types parce qu'il viole nos hypothèses fondamentales sur la sécurité et l'appartenance. Les gens qui étaient censés me protéger avaient essayé de m'exploiter à la place. Ce genre de trahison recable votre cerveau, vous rend hypervigilant même quand vous êtes objectivement en sécurité. J'ai commencé à mettre plus de temps à faire confiance aux gens. Quand des collègues m'invitaient à déjeuner, j'analysais leurs motifs. Quand ma nouvelle amie de la salle de sport m'a demandé d'emprunter 20 € pour le parking,
j'ai ressenti une montée de panique avant de réaliser que c'était une demande normale et raisonnable entre amis. Les dommages causés par ma famille s'étendaient au-delà des incidents spécifiques, jusqu'à ma façon de voir les relations humaines dans leur ensemble. Mais j'étais déterminé à ne pas les laisser me détruire. J'ai continué la thérapie. J'ai pratiqué la méditation et des exercices de respiration quand l'anxiété montait en flèche. Je me rappelais quotidiennement que j'avais fait le bon choix, que me protéger n'était pas égoïste, que je méritais une vie libre de toute manipulation et exploitation. Mon travail est devenu un sanctuaire. Le travail était direct, régi par des règles claires et des attentes. La performance était mesurée par les résultats, pas par le fait d'avoir assez sacrifié pour des gens qui ne donnaient rien en retour. Ma patronne appréciait mes compétences analytiques et mon souci du détail. Les collègues respectaient mes limites. Personne ne me demandait d'argent ou ne me faisait culpabiliser d'avoir des économies. Je me suis jeté dans des projets au travail, restant tard et me portant volontaire pour des missions complexes. Certains pourraient appeler ça de l'évitement. J'appelais ça construire quelque chose de significatif. Chaque projet réussi, chaque évaluation positive, chaque étape professionnelle franchie était la preuve que j'avais de la valeur au-delà de ce que je pouvais fournir à ma famille. Mais le drame familial ne s'est pas arrêté. Par l'intermédiaire d'un collègue qui vivait encore dans ma ville natale et avait des amis communs avec Charlotte, j'ai appris que ma sœur s'était tournée vers les réseaux sociaux. Elle a posté une longue histoire détaillée sur sa sœur éloignée qui avait abandonné la famille à son heure la plus sombre. Elle s'est peinte en victime de ma cruauté, ses enfants comme des dommages collatéraux, et mes parents comme des aînés au cœur brisé, punis pour avoir aimé leurs enfants de manière égale. Le post a attiré la sympathie de gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Des amis du lycée ont contacté Charlotte avec des offres d'aide. Une église locale a lancé une collecte de fonds. Quelqu'un a même lancé un GoFundMe qui a récolté environ 3 000 € avant d'être signalé et retiré pour fausse représentation de la situation. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'avais appris il y a longtemps qu'on ne peut pas gagner une dispute avec quelqu'un qui est prêt à mentir. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que certains de ses amis du lycée me contactent directement. Quelques personnes se souvenaient de comment les choses étaient réellement dans notre famille, se souvenaient des habitudes de dépenses de Charlotte et de mon éthique de travail. Ils ont demandé ma version de l'histoire. Je suis resté simple, ma sœur a pris des décisions financières qui n'ont pas fonctionné, et mes parents voulaient que je paie pour ces décisions. J'ai refusé. C'était tout. La plupart des gens semblaient comprendre. Quelques-uns se sont mis sur la défensive pour Charlotte, et je les ai bloqués aussi. J'avais fini de m'expliquer à des gens qui avaient déjà décidé que j'étais la méchante. La vie à Seattle, pendant ce temps, s'améliorait. Mon travail était stimulant de la bonne manière. Je travaillais avec des gens intelligents sur des projets intéressants. Je louais une voiture et conduisais jusqu'à la côte le week-end, chose que je n'avais jamais eu le temps ou l'argent de faire avant. Je me suis inscrite à une salle de sport, j'ai commencé un cours de peinture, et je me suis fait des amis qui ne savaient rien de mon histoire. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de vivre au lieu de simplement survivre. Environ 6 semaines après mon départ, j'ai reçu un email de ma mère. Elle avait dû créer une nouvelle adresse spécifiquement pour contourner mes blocages. Le message était long et décousu, alternant entre accusations et tentatives de manipulation. Elle me blâmait pour l'effondrement du mariage de Charlotte. Apparemment, le stress de leur situation financière avait poussé Eric à chercher un coupable, et Charlotte était la cible évidente. Ils se disputaient constamment. Sophie avait des problèmes à l'école. Dylan avait recommencé à faire pipi au lit. Tout était de ma faute selon maman, parce que si j'avais juste aidé comme une bonne sœur aurait dû le faire, rien de tout cela n'arriverait. J'ai lu l'email une fois, puis je l'ai archivé sans répondre. Son incapacité à voir que les problèmes de Charlotte et Eric découlaient de leur propre choix, plutôt que de mon refus de les encourager, me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Rien n'avait changé. Rien ne changerait. Avant d'archiver cet email, cependant, quelque chose a attiré mon attention. Maman mentionnait que Charlotte recevait de l'aide et voyait quelqu'un pour son problème de dépenses. C'était la première reconnaissance de la part de quelqu'un de ma famille que les dépenses de Charlotte pouvaient être un problème, plutôt que juste de la malchance ou des circonstances malheureuses. J'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai utilisé une connaissance commune, quelqu'un qui vivait encore dans notre ville natale et connaissait Charlotte socialement, pour en savoir plus. Ce que j'ai appris,
c'est qu'Eric avait donné un ultimatum à Charlotte, se faire aider pour ce qu'il appelait son addiction au shopping, où il demandait le divorce et la garde exclusive des enfants. Charlotte cachait apparemment des achats depuis des années, avait des cartes de crédit secrètes qu'Eric ne connaissait pas, et interceptait les relevés bancaires pour l'empêcher de voir l'étendue réelle de leurs dettes. Les 50 000 € qu'ils m'avaient demandé n'étaient même pas le montant total dont ils avaient besoin. C'était juste la partie la plus pressante, les dettes qui menaçaient d'avoir des conséquences immédiates. Eric n'avait découvert l'ampleur du problème que lorsqu'un créancier s'était présenté à son bureau en menaçant de poursuites judiciaires. C'est là que tout s'est effondré. Il avait épluché leurs finances avec un expert comptable judiciaire et avait découvert des années de tromperie. Charlotte finançait son train de vie avec des avances de fonds sur carte de crédit, des prêts personnels, et de l'argent emprunté à des amis sous de faux prétextes. L'addiction au shopping, si c'est ce que c'était, découlait du besoin de Charlotte de maintenir une image. Elle avait besoin d'être la mère parfaite, avec la maison parfaite et la vie parfaite. Elle avait besoin que les gens l'envient. Et elle avait besoin de prouver, peut-être à elle-même plus que tout, qu'elle était l'enfant prodige que nos parents avaient toujours dit qu'elle était. Mais l'image n'est pas la substance. La maison parfaite était hypothéquée au-delà de sa valeur. Les vêtements parfaits étaient achetés à crédit qui ne serait jamais remboursé. La vie parfaite était une façade qui s'effondrait dès que quelqu'un regardait de près. Apprendre ce contexte n'a pas changé ma décision, mais cela a comblé des lacunes dans ma compréhension. Charlotte n'était pas juste négligente avec l'argent. Elle était compulsive dans ses dépenses, poussée par de profondes insécurités que nos parents avaient nourries pendant des décennies en la traitant comme simultanément précieuse et incapable. D'une manière tordue, maman et papa avaient handicapé Charlotte autant qu'ils m'avaient négligée. Ils lui avaient appris qu'elle était assez spéciale pour tout mériter, mais pas assez capable pour gagner quoi que ce soit elle-même. Ils avaient créé une dépendante qui avait besoin d'un soutien financier et émotionnel constant, mais manquait de toute compétence pour l'indépendance. J'étais en colère contre Charlotte, mais je pouvais voir maintenant qu'elle était autant victime du dysfonctionnement de nos parents que moi, juste d'une manière différente. Elle avait été étouffée, tandis que j'avais été ignoré, et aucune de nous n'en était sortie indemne. Cette réalisation n'a pas adouci mes limites. Au contraire, elle les a renforcées. Charlotte avait besoin de toucher le fond pour avoir une chance de s'en remettre, et mon argent ne ferait que retarder cette prise de conscience nécessaire. L'amour vache n'est pas de la cruauté. Parfois, c'est la chose la plus gentille que vous puissiez offrir, même quand la personne qui la reçoit ne peut pas le voir ainsi. Le point de rupture est arrivé 10 semaines après mon déménagement. Charlotte a débarqué à Seattle. Je n'ai aucune idée de comment elle a trouvé mon adresse. Je soupçonne qu'elle a appelé mon ancien propriétaire, ou peut-être soudoyé quelqu'un à mon ancien travail pour l'information. Peu importe comment elle a fait, elle est apparue devant mon immeuble un samedi matin, exigeant qu'on la laisse monter. L'immeuble a un système de sécurité où les visiteurs doivent sonner pour entrer. Je pouvais la voir sur la caméra, l'air hagard et désespéré. Je ne lui ai pas ouvert. Elle est restée là pendant 20 minutes à appuyer sur le bouton à répétition, puis a commencé à hurler dans l'interphone. La sécurité l'a finalement escortée dehors, mais pas avant qu'elle n'ait fait une scène dans le hall qui a fait parler mes voisins pendant des jours. Elle a réessayé ce soir-là, cette fois avec Sophie et Dylan dans son sillage. Utiliser ses enfants comme accessoire était un nouveau point bas, même pour Charlotte. Sophie avait l'air confuse et mal à l'aise. Dylan pleurait. J'ai appelé la police. Je détestais faire ça, surtout avec les enfants présents, mais Charlotte avait franchi une ligne. Les officiers qui sont intervenus ont été professionnels. Ils ont expliqué à Charlotte qu'elle ne pouvait pas me harceler chez moi, que j'avais le droit de refuser le contact, et qu'utiliser ses enfants dans une tentative de manipulation émotionnelle pouvait être considéré comme une forme d'exploitation. Charlotte leur a crié que j'étais sa sœur, que je lui devais ça, qu'il ne comprenait pas les obligations familiales. L'un des officiers l'a coupé, et lui a expliqué très calmement que les liens familiaux ne l'emportent pas sur le droit de quelqu'un à fixer des limites, et qu'elle devait partir immédiatement, ou elle serait arrêtée pour violation de propriété. Elle est partie en traînant les enfants derrière elle, et en lançant des regards venimeux aux caméras de l'immeuble. Je n'ai jamais su comment elle avait payé le voyage jusqu'à Seattle ni où elle logeait. Je ne voulais pas savoir. Le lendemain, j'ai demandé une ordonnance restrictive. Richard Chen m'a aidé avec la paperasse. Le juge a accordé une ordonnance temporaire basée sur le harcèlement, la traque à travers le pays, et l'utilisation d'enfants mineurs dans le harcèlement.
Une audience était prévue 2 semaines plus tard pour déterminer si elle devait être rendue permanente. Charlotte ne s'est pas présentée à l'audience. L'ordonnance restrictive a été rendue permanente par défaut. Il lui est légalement interdit de me contacter ou de venir à moins de 500 pieds, 150 mètres, de mon domicile ou de mon lieu de travail pour les 3 prochaines années. Mes parents ont envoyé une lettre par le biais du bureau de Richard Chen après cela. C'était un avis formel de désaveu, déclarant que je n'étais plus la bienvenue aux réunions de famille, que je serais retiré de leur testament, et qu'ils considéraient que j'avais abandonné la famille. La lettre était signée par eux deux et notariée, comme si cela la rendait plus officielle d'une certaine manière. Richard a demandé si je voulais répondre. Je lui ai dit non. Il m'avait donné exactement ce que je voulais, la permission officielle de passer à autre chose sans culpabilité. La lettre de désaveu a cependant accompli une chose. Elle a forcé les membres de la famille élargie à choisir leur camp. Paula est restée en contact avec moi. Une cousine dont j'avais été proche en grandissant m'a contacté pour dire qu'elle comprenait ma décision et la respectait. Le frère de mon père a envoyé un bref message disant qu'il avait toujours pensé que son frère était trop dur avec moi et trop mou avec Charlotte. Mais la plupart de la famille s'est rangée derrière mes parents. Je suis devenu l'histoire qui sert d'avertissement, la fille ingrate qui se croyait trop bien pour sa famille. J'ai entendu par Paula que les réunions de vacances comportaient désormais des discussions sur mon égoïsme, mon cœur froid, ma trahison. Je m'en fichais désormais. Leurs opinions avaient cessé de compter au moment où j'ai réalisé qu'elles étaient basées sur une version de moi qui n'existait que dans leur esprit, un personnage secondaire dans l'histoire de Charlotte, plutôt que la protagoniste de la mienne. Une conséquence inattendue de la rupture des liens a été de découvrir qui étaient mes vrais amis. Des gens que je considérais comme des amis proches chez moi ont tout simplement disparu quand le drame familial a commencé. Ils ne voulaient pas s'impliquer, ne voulaient pas choisir de camp, ne voulaient pas gérer le désordre de la situation. Je comprenais intellectuellement, mais cela piquait quand même. Les amis qui sont restés, cependant, signifiaient tout. Ma colocataire d'université, Tessa, m'appelait chaque semaine juste pour prendre des nouvelles, ne me poussant jamais à parler de la situation familiale à moins que je n'en parle en premier. Un ancien collègue nommé David a envoyé des colis à mon adresse de Seattle, des boîtes remplies de friandises locales de chez moi et de cartes drôles qui me faisaient rire. Ces petits gestes me rappelaient que la famille choisie pouvait être plus forte que les liens du sang. Seattle elle-même me guérissait d'une manière que je n'avais pas anticipée. La ville semblait vivante d'une manière différente de ma ville natale du Midwest, plus ouverte, et moins préoccupée par les apparences. Les gens ici semblent valoriser l'authenticité plutôt que l'image, la substance plutôt que la façade. Je pouvais être anonyme de la meilleure façon possible, libre de me réinventer sans le poids de l'histoire familiale. J'ai commencé à explorer la ville systématiquement, visitant différents quartiers chaque week-end. Le marché de Pike Place est devenu une étape régulière, où j'achetais des fleurs fraîches pour mon appartement, et discutais avec des vendeurs qui ne savaient rien de d'où je venais, ni de ce que j'avais fui. La bibliothèque publique de Seattle, la branche centrale, est devenue mon sanctuaire, un espace magnifique où je pouvais me perdre dans les livres et la recherche. L'eau m'appelait. J'avais grandi loin de la mer, et soudain, avoir le Puget Sound et le lac Washington à proximité semblait luxueux. J'ai acheté un kayak, quelque chose pour lequel je n'aurais jamais fait de folie avant, et j'ai passé les dimanches matins à pagayer dans des eaux calmes, laissant le rythme des coups de rame apaiser mes pensées anxieuses. Ces expériences n'étaient pas juste des loisirs. C'était moi apprenant à profiter de la vie sans culpabilité, à dépenser de l'argent pour des expériences plutôt que pour renflouer des membres de la famille, à exister dans le présent plutôt que de me préparer constamment à la prochaine crise familiale. Chaque sortie en kayak, chaque visite au marché fermier, chaque après-midi calme dans un café était une petite rébellion contre la vie qu'on s'attendait à ce que je mène. Ma vie sentimentale, qui avait été inexistante auparavant, a commencé à s'épanouir. Derek, l'ingénieur logiciel que j'ai mentionné, n'était pas mon premier rendez-vous à Seattle, mais il a été la première personne avec qui je me suis autorisé à être vulnérable. Je lui ai parlé de ma famille lors de notre 4e rendez-vous, m'attendant à un jugement, ou au moins à un malaise. Au lieu de cela, il a partagé sa propre histoire de rupture avec un parent abusif. La famille n'est pas un pacte de suicide, a-t-il dit au dîner. Tu ne dois pas aux gens un accès inconditionnel à ta vie juste parce que vous êtes liés. Les limites sont saines, même avec la famille, surtout avec la famille parfois. Ces mots m'ont donné une permission dont je ne savais pas que j'avais encore besoin. J'avais fait mon choix, j'avais agi de manière décisive,
mais une partie de moi attendait encore une validation externe que j'avais fait la bonne chose. Derek a fourni cette validation sans me faire sentir faible d'en avoir besoin. Cela fait maintenant 5 mois que je suis parti. J'ai été promu au travail. Je sors avec quelqu'un que j'ai rencontré par des amis, un ingénieur logiciel nommé Derek, qui est gentil et drôle, et me traite comme une partenaire égale plutôt que comme un distributeur automatique. J'ai commencé une thérapie pour travailler sur certains des dommages causés par le fait d'avoir grandi dans une famille qui voyait l'amour comme une transaction. Ma thérapeute m'a demandé récemment si je me sentais coupable de la façon dont les choses ont tourné. Je lui ai dit honnêtement que non. Je me sentais triste parfois, faisant le deuil de la famille que j'aurais aimé avoir plutôt que celle que j'avais réellement. Mais la culpabilité, non. J'avais passé des années à me sentir coupable de ne pas être assez, de ne pas aimer Charlotte autant que mes parents pensaient que je le devrais, de réussir alors que j'étais censé être l'échec de la famille. J'en avais fini avec la culpabilité. La semaine dernière, j'ai reçu une notification de LinkedIn. Charlotte avait créé un profil et cherchait du travail. Son historique d'emploi était maigre, juste quelques postes bénévoles datant d'il y a des années. Son résumé la décrivait comme une mère dévouée et une femme au foyer prête à réintégrer le marché du travail. Une partie de moi a ressenti un pincement de quelque chose. Peut-être de la sympathie, ou peut-être juste la reconnaissance que le fond du gouffre était enfin arrivé pour elle. Mais surtout, je me suis senti soulagé. Elle prenait enfin des mesures pour résoudre ses propres problèmes au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre les résolve pour elle. Je ne me suis pas connecté avec elle sur LinkedIn. Je n'ai pas pris contact. Elle n'était que quelqu'un que je connaissais autrefois, vivant une vie dont je ne faisais plus partie. Hier, Sophie m'a envoyé un message sur Instagram. J'avais oublié qu'elle était assez grande pour les réseaux sociaux maintenant. Son message était simple, tu me manques, tata. Maman dit que tu ne veux plus nous parler, mais j'espère que tu es heureuse où que tu sois. Je suis resté avec ce message pendant un long moment avant de répondre. Sophie était innocente dans tout ça. Une enfant coincée entre des adultes et leur dysfonctionnement. Mais répondre ouvrirait une porte que j'avais travaillé dur à fermer. Cela donnerait à Charlotte un moyen de revenir dans ma vie à travers sa fille. Finalement, j'ai envoyé une réponse brève. Tu me manques aussi, Sophie. J'espère que tout se passe bien à l'école et que tu prends soin de ton frère. Parfois, les adultes doivent faire des choix difficiles, mais cela ne signifie pas que l'amour disparaît. Sois douce avec toi-même. Puis j'ai bloqué son compte aussi. Ça a fait mal, mais c'était nécessaire. Charlotte avait déjà prouvé qu'elle utiliserait ses enfants comme moyen de pression. Je ne pouvais pas lui donner cette ouverture. J'écris tout ceci en partie comme une catharsis, en partie comme une trace, et en partie comme un message pour quiconque est piégé dans une famille qui le traite comme une ressource, plutôt que comme une personne. Vous ne devez à personne l'accès à votre vie, votre argent, ou votre tranquillité d'esprit juste parce que vous partagez le même ADN. Partir a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. C'était aussi la meilleure chose que j'ai jamais faite. Mon téléphone n'explose plus d'appels. Ma boîte de réception n'est pas pleine de culpabilisation et d'exigence. Mon compte en banque est à moi. Mes décisions sont à moi. Ma vie est à moi. 3000 miles et une ordonnance restrictive se sont avérés être exactement la distance dont j'avais besoin pour enfin respirer. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite pour Charlotte, Eric ou mes parents. Ils trouveront une solution, ou pas. Mais de toute façon, ce n'est pas mon problème à résoudre. J'ai ma propre vie à vivre maintenant. Et pour la première fois en 28 ans, je la vis selon mes propres termes. Ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas un retour de bâton. C'est juste la liberté. Et la liberté, j'ai appris, est la meilleure réponse aux gens qui ne vous valorisaient que pour ce que vous pouviez donner.